Merci tout d'abord à la Commission de m'avoir invité pour présenter ce sujet. Ça fait suite à une présentation de l'année dernière où on avait expliqué un peu les prémices d'une consultation post-réanimation qu'on avait commencé à mettre en place. Et vous l'avez dit, donc on vient de Bruxelles et je représente finalement, vous allez voir, une équipe vraiment multidisciplinaire. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Lors du séjour en soins intensifs, on sait tous maintenant, et ça a encore été discuté plusieurs fois ces jours-ci, que le patient est agressé, que ce soit suite à des nuisances intrinsèques, parce qu'il a faim, soif, il a froid ou il a trop chaud, que ce soit suite à des nuisances liées à l'organisation des soins, où les proches ne peuvent pas tout le temps accéder, parce que le patient est isolé, il est contentionné. Il est difficile d'avoir un rythme jour-nuit, d'autant plus chez nous, où on se retrouve dans une cave où il n'y a pas de fenêtre, donc c'est pas toujours évident pour les patients, même si on essaye de l'améliorer. Il y a les nuisances liées à l'environnement, il y a du bruit, il y a la lumière qui est de temps en temps est persistante, même la nuit. Les nuisances psychiques, au niveau de sa communication, il est du mal de temps en temps à nous exprimer son consentement ou pas par rapport aux soins qu'on lui procure. Il y a de temps en temps un problème avec son intimité, l'autonomie. Il y a des nuisances qui sont dues au diagnostic, à la gravité de sa situation, et on ajoute à tout ça une sédation qui est présente, et on sait que pendant la réanimation, des patients, c'est pas une partie de plaisir, ils sont en grande difficulté. Par contre, une fois qu'ils sortent de réanimation, pour nous, équipe, le patient qui est arrivé avec malheureusement une phase très aiguë qui est pas loin de décéder, qu'on a sorti de réanimation, pour nous c'est mission accomplie et on se dit, voilà, il est rentré chez lui, il est avec sa famille, tout va bien, grand sourire, tout se passe bien. Malheureusement, on sait que toutes ces agressions entraînent divers symptômes qui sont l'anxiété, la dépression, des stress post-traumatiques, mais aussi d'autres choses qui sont regroupées dans un syndrome qu'on appelle le post-intensive care, que ce soit pour le patient lui-même, donc des problèmes d'ordre mentaux avec de l'anxiété, de la dépression comme je l'ai dit, mais aussi des problèmes cognitifs au niveau de sa mémoire, de l'attention, des problèmes physiques, que ce soit musculaires, pulmonaires. Et tout ça survient après le séjour dans des unités de réanimation. La famille qui était confrontée aussi à ce séjour est confrontée à certains symptômes qui peuvent se développer d'ordre mentaux, qui sont l'anxiété, la dépression, des stress post-traumatiques. Et tout ça est bien mis en avant par ce papier qui a été réalisé chez les patients en choc septique ou cardiogénique, où finalement on voit pour 100 patients qui avaient un travail à temps plein, après 3 mois, il y en a seulement 35% environ qui retrouvent un travail à temps plein. Et lorsqu'on regarde un peu à 12 mois où on en est, seulement 40% ont retrouvé un travail. Donc ça montre bien toutes les conséquences d'un séjour prolongé dans une unité de réanimation. Alors, que pouvons-nous mettre en place? C'est prévenir, on en a discuté dans diverses sessions ici, améliorer le sommeil du patient, diminuer la lumière, plein de choses, augmenter les heures de visite à 24 heures sur 24. Et c'est aussi pouvoir dépister et repérer les problèmes qui peuvent survenir chez ces patients et repérer quelle que soit leur pathologie de base, que ce soit un patient qui vient pour un problème médical de choc septique ou qui est chez nous en post-chirurgie cardiaque qui se prolonge suite à des complications. Et donc, dans notre institution, on s'est mis un peu autour de la table avec des gens qui étaient hyper motivés à essayer d'améliorer ça. On a regardé un peu la littérature, les retours d'expérience dans les diverses sessions auxquelles on a participé, et cet enthousiasme de diverses professions qui sont les kinés, médecins, infirmiers, mais aussi psychologues, qualiticiens, aides-soignantes. On fait qu'on a mis en place une équipe multidisciplinaire pour essayer d'élaborer un projet de suivi des patients. Et les buts qu'on s'est fixés, c'est vraiment au niveau du patient, c'est évaluer les dysfonctionnements possibles qui, suite à leur séjour dans notre unité de réanimation, qu'ils soient physiques, cognitifs ou psychiques, et proposer après, via le médecin traitant, des prises en charge spécifiques, qu'elles soient infirmières, kinés, psychologues, diète ou au niveau logopède. Pour les équipes soignantes, le but, c'est d'essayer d'obtenir un retour sur le vécu des patients et de se dire
qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer, augmenter les heures de visite, travailler sur le sommeil des patients et finalement mettre des priorités parce que voilà, tous les retours nous disent qu'on peut travailler sur plein de sujets, mais peut-être quelle est la priorité, qu'est-ce qui est le plus désagréable pour les patients et sur quoi on peut travailler en premier. Au niveau de l'institution, on a l'impression que ça augmentera la qualité de la prise en charge des patients, on est convaincu et ça permet d'augmenter le dialogue avec le médecin traitant et ça sera, on est sûr aussi, bénéfique pour l'institution. Notre suivi contient 5 grandes étapes, qui est tout d'abord la sélection des patients. Et donc, au niveau de la sélection des patients, voilà, on a décidé d'inclure dans notre projet les patients qui étaient adultes, qui n'ont pas de barrière linguistique pour qu'on puisse communiquer avec eux, réaliser certains tests, et qui ont une durée de séjour supérieure ou égale à 5 jours, quel que soit leur motif d'admission. On exclut les patients qui sont transférés de réanimation vers un centre tout à fait extérieur à notre institution. Alors, on a essayé de chiffrer combien ça représentait de patients, et vous voyez ici la médiane de durée de séjour dans notre service de réanimation est d'environ 2 jours, et les patients qui restent plus de 5 jours, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Et on s'est demandé, tiens, que deviennent-ils après? Et donc on a analysé ça sur 6 semaines. On voit que sur 43 patients, 25 ont été transférés dans un service de notre institution, 14 sont décédés et 4 ont été transférés dans une autre institution. Toutes ces études préalables pour mettre le projet en place nous ont servi à un peu se positionner et de savoir vers quoi on allait aller. Alors, sélection des patients, ça veut dire aussi comment on s'organise. On a un service de réanimation qui contient 5 unités, c'est-à-dire, tiens, qui sélectionne? Est-ce qu'on prend le pari de faire quelque chose d'institutionnel et qu'on espère que les équipes vont participer avec nous, ou est-ce qu'on crée une équipe propre au projet qui va tourner? Et donc là, on a dû mettre ça sur papier et en discuter. Comment l'équipe pluridisciplinaire est quand même informée du fait qu'un patient a été sélectionné? Qui informe le patient, comment récolte-t-on son consentement, qui informe la famille, donc c'est toutes des questions auxquelles on a dû répondre. Au niveau de la sortie de réanimation, nous avons mis en place et donc décidé certains tests qu'on faisait. Les premiers sont les tests physiques avec le score MRC et le Hand-Grip test qui permettent de mesurer la force musculaire du patient. Alors un test de levée de chaise, mais ça doit être adapté un peu en fonction du patient. Un questionnaire sur les séquelles fonctionnelles et physiques, comme par exemple la perte de cheveux, des plaies, des escarres, des douleurs, des raideurs articulaires. Une partie qui teste la déglutition du patient. Une spirométrie au niveau du patient. Des tests cognitifs avec une échelle de MoCA ou MMS, donc qui permettent de voir le fait que le patient puisse retenir certaines informations, par exemple. L'échelle de MoCA, on en a beaucoup parlé dans la presse actuellement, c'est celle qu'a passé notre président américain il y a peu de temps. On essaye aussi on réalise un questionnaire IPREA, donc qui se consacre à des inconforts qui soient physiques ou psychologiques. Et pour ça, on utilise une échelle EVA. Et donc, le patient estime sur cette échelle le degré d'inconfort qu'il a subi, comme par exemple la position du lit, le fait qu'il soit coupé de sa famille, qu'il n'y ait pas de téléphone dans la chambre, diverses choses. Ça permet d'avoir un retour sur notre pratique. On évalue aussi le patient au niveau nutritionnel, en évaluant sa prise alimentaire assez simplement, en fait un schéma simple. Le patient, par rapport à son plateau repas prend un quart, la moitié ou la totalité de celui-ci. Est-ce qu'il a une perte d'appétit par rapport à l'habitude? Est-ce qu'il a des nausées, vomissements? On évalue le poids du patient, sa taille, et donc un calcul de BMI qu'on compare au poids de départ. À la sortie de l'hôpital, donc le patient est transféré de réanimation, va sortir de l'hôpital, et là se pose la question de savoir quand ce patient va être sorti de l'hôpital, et donc de pouvoir le suivre. Est-ce qu'on n'a pas des patients qui sont perdus? On a essayé de travailler aussi là-dessus de manière assez importante, et donc on a un hôpital qui n'est pas tout à fait informatisé, on se développe seulement, et donc on a mis en place certaines procédures informatisées pour essayer de suivre le patient et essayer de ne pas les perdre au moment où il sort. Est-ce que le patient va être transféré demain dans un centre de revalidation, ou même d'ici, il est 19h, c'est demain matin, il faut qu'on soit informé. Et donc on suit les patients qui sont transférés aussi.
Pour ça, on a pris le pari de se dire on va institutionnaliser le projet et on va faire travailler les équipes. Alors, on a, vous verrez un peu plus tard dans la présentation, une équipe qui a créé le projet, qui se développe tout doucement. On est dans une phase où on implémente maintenant et donc on va suivre avec eux. Mais je pense qu'on doit prendre le pari que d'ici quelques temps, quelques mois ou années, c'est difficilement chiffrable, que ce soit institutionnel, voilà, que l'équipe qui pilote et qui aide ne doivent plus intervenir. Voilà, on a un hôpital qui contient 800 lits, plus ou moins, qui contient 8 grands services. Et donc, ce ne serait pas évident de se dire on doit suivre tous les patients. À la sortie de l'hôpital, certains tests sont faits ou reproduits. Donc, il y a une partie des tests qui sont soit exactement les mêmes qu'à la sortie de réanimation. Il y a d'autres tests qui peuvent être ajoutés en fonction aussi du patient. Hein. Donc, on essaye de lui faire un test de marche de 6 minutes. On évalue toujours sa déglutition si la première évaluation à la sortie de réanimation a posé problème. Si elle n'a pas posé problème, on ne la réévalue pas spécialement s'il n'y a pas eu d'autres choses. On complète une échelle de CATS qui permet de voir l'autonomie du patient pour diverses choses comme pouvoir s'alimenter, pouvoir aller aux toilettes, pouvoir se mobiliser chez soi. C'est une échelle qui permet aussi derrière au niveau de permettre un remboursement de certains actes, comme par exemple le passage d'un infirmier à domicile. Donc c'est intéressant qu'on l'ait. On répète une spirométrie si nécessaire. On réévalue la cognition du patient. Et on évalue aussi les souvenirs qu'il a de son séjour aux soins intensifs à l'aide de l'échelle ICU Memory Tool, donc qui permettent de voir les souvenirs qu'il a qui sont réels, mais aussi de voir les souvenirs qui sont un peu cauchemardesques, des choses qui ne sont pas réelles. Et certains papiers ont très bien démontré que ces souvenirs-là favorisaient, si le patient exprime ces souvenirs-là, ça favorise le développement de d'un stress post-traumatique. On évalue aussi l'anxiété et la dépression du patient et sa qualité de vie à l'aide d'autres échelles. On réévalue sa prise alimentaire et de nouveau son poids et sa taille. On essaye de se faire un suivi. Le but de tout ça, c'est de pouvoir communiquer vers le médecin traitant. Et là, la première information part à ce moment-là vers le médecin traitant. On rassemble tous les tests. Il y a tout d'abord une communication vers le patient, bien entendu, qu'on teste, et puis une lettre qui est envoyée, un rapport médical vers le médecin traitant, en disant, voilà, nous voulons suivre votre patient qui est hospitalisé dans le séjour de réanimation. Nous avons réalisé tel test, nous voyons que, et nous vous proposons une telle prise en charge. La prise en charge ne sera pas d'office faite dans notre service, mais ce sont des propositions de prise en charge qui peuvent être faites dans des structures proches du patient. Ensuite vient une consultation à 3 mois et à 6 mois. Alors, on doit préparer cette consultation, être sûr de suivre le patient, donc lui rappeler qu'il vient en consultation. Donc on envoie un SMS de confirmation, on rappelle l'équipe, on revoit le dossier. Le but, c'est de revoir le dossier du patient ensemble. Et on refait certains tests qui sont semblablement les mêmes. Alors, partager l'expérience, c'est aussi partager nos difficultés. Et je pense qu'on doit montrer voilà, comment on a créé le programme. Je suis venu il y a 1 an en disant on avance tout doucement. On a pris un peu de retard parce qu'il y a des difficultés, il y en a. Parce qu'on fait intervenir beaucoup de personnes et donc on a tous des avis différents. L'avantage, c'est qu'on prend l'expertise de chacun et de chaque discipline qui intervient et puis on essaye de créer quelque chose le plus adéquat pour le patient. On essaye de faire les bons choix, de voir si c'est faisable, donc de prétester différentes choses. Tous les tests ont été prétestés auprès des patients. On essaye de faire que le projet dure dans le temps, que ce ne soit pas un one-shot et que ça s'arrête dans quelques mois. Et on essaie qu'au niveau de l'institution, l'ensemble de notre hôpital, le projet soit porté. Alors c'est un projet qui sort un peu des pratiques habituelles. On crée une consultation. Alors nous qui venons de la réanimation, on ne connaît pas tous les problèmes des consultations. On doit travailler encore plus en étroite collaboration avec les services d'hospitalisation. Ça c'est chouette, ça permet de les connaître et d'assurer un suivi. On doit sortir les infirmiers, je dis infirmiers, mais c'est aussi tous les praticiens de la réanimation vers les consultations. Et puis il faut aussi réfléchir au coût-bénéfice pour les patients. Ça a un coût, une consultation médicale, des actes kinés. Et donc, il faut pouvoir réfléchir à ça et leur expliquer lorsque on leur demande leur consentement. Ça a un coût pour l'institution aussi, c'est dû au temps qu'on passe à créer le projet. Et maintenant, ça c'est ma diade l'année dernière.
Voilà, le but était de développer dans 4 unités d'hospitalisation en 2017, en février, et finalement, ben voilà, la difficulté a fait qu'on s'est développé à partir de novembre, et on voulait se déployer dans l'ensemble de l'institution en printemps 2017, et on a décidé d'aller encore plus pas par pas, et de développer dans 4 autres unités de l'institution à partir du printemps de cette année. Depuis novembre, 13 patients étaient éligibles dans le programme, 6 patients ont été exclus, un refus, 2 patients qui sont décédés ensuite, un patient qui a été transféré dans une autre institution, un patient qui avait une barrière linguistique, il y a un autre qui a un problème social majeur et qui ne pouvait participer au programme. 7 patients ont été inclus. Actuellement, il y en a 3 qui restent hospitalisés et 4 qui sont sortis de l'hôpital. Et les premières consultations auront lieu en avril de cette année. Je vais passer sur les indicateurs de qualité, mais c'est tout ce qu'on voudrait pour le projet. Par manque de temps, je vais un peu vite, mais voilà, on veut voir le feedback des patients et la possibilité, la compliance et le nombre de patients qu'on va screener. En conclusion, je pense que c'est un projet multidisciplinaire, vous l'avez bien compris. Et on voit en fait, voilà, l'équipe qui compose le projet tout, à son origine. Et maintenant, voilà, le nombre d'infirmiers, de kinés a fortement augmenté. On a de plus en plus de personnes et donc voilà, on a vraiment besoin de cette multidisciplinarité. C'est un projet qui est hyper passionnant, qui prend beaucoup de temps, mais c'est hyper utile pour le patient potentiellement, on en est convaincu, pour les soignants, aussi pour l'hôpital. Ça nécessite une organisation assez importante, un grand engagement de beaucoup de monde, mais il faut y aller pas par pas, quoi. Il ne faut pas trop se presser. Et finalement, et je pense qu'on va devoir se réévaluer et s'améliorer en continu. Merci.